certitude d'un horizon démocratique. Il peut y avoir d'autres options. De toute façon, la démocratie ne va pas arriver en Iran du jour au lendemain comme par un miracle tombé du ciel. La démocratie, même en France, même dans les pays les plus démocratiques du monde, s'est construit étape par étape. Par rapport à la République islamique, évidemment, le choix monarchique est une avancée vers la démocratie, même si la monarchie n'est pas mon souhait personnel. Mais c'est pas ça qui compte. C'est la volonté d'un peuple qui s'exprime aujourd'hui à haute voix. On l'a entendu et on a compris quand même la voix des Iraniens qui sont dans les pays démocratiques n'est pas forcément celle qui sont à l'intérieur du pays. Ce que nous avons entendu, ce que mes enquêtes m'ont montré, c'est la capacité des Iraniens à se solidariser dans les moments difficiles de leur vie. Vous savez, c'est un pays qui a 4000 ans d'histoire. S'ils ont vécu pendant 4000 ans ensemble, c'est qu'ils ont un instinct de survie. L'instinct de survie des Iraniens qui sont à l'intérieur du pays, ce n'est pas forcément la même chose que moi, mais les autres Iraniens qui sont dans les pays libres et démocratiques qui manifestent. Ce que nous avons entendu dans les manifestations, c'était une solidarité massive des Iraniens autour de la figure du prince. Ça, on l'a entendu. Mes enquêtes me l'ont montré et on ne peut pas le nier, qu'on soit royaliste ou pas. Ce n'est pas mon cas. Tout le monde le sait et je ne défends aucune tendance politique. Mais par contre, nier la demande des Iraniens, oublier ce qu'ils disent et prétendre que ce sont des voix qu'on a mises sur les vidéos, prétendre que c'est un surenchère et que ce n'est pas vrai, ça, ce n'est pas être fidèle à un peuple qui est en train de se faire massacrer. Néanmoins, on voit sur cette pancarte en direct du Panthéon pour un Iran libre et démocratique, peut-être un jour. On a bien compris dans votre discours que ce n'était pas pour tout de suite. On a entendu une manifestante interrogée par notre envoyée spéciale, Lise Vogel, qui disait qu'elle était terrifiée par les nouvelles qu'elle recevait par bribes d'Iran. Il y a de quoi l'être, effectivement, quand on voit ce reportage signé Stéphanie Pérez, Nicolas Hauer, Mortaza Beboudi et Ludovic Lavieille, qui sont allés à la frontière irako-iranienne recueillir des témoignages d'Iraniens qui avaient réussi à passer la frontière pour fuir leur pays. Dans les montagnes du Kurdistan irakien, à 2000 mètres d'altitude, l'un des postes frontières avec l'Iran. Sous le regard de l'ayatollah Khomeini, le fondateur de la République islamique, ces Iraniens des villes frontalières viennent chercher en Irak du répit après le chaos et les centaines de morts des manifestations. Pour la première fois, nous pouvons parler avec eux. Ce couple, dont nous protégeons l'identité, nous dit sa désillusion, alors que le régime a tremblé, mais tient toujours debout. Le seul espoir du peuple, c'était que les Américains interviennent. Maintenant que Trump a reculé, beaucoup de gens sont désespérés. C'est dur. Moi, je ne suis pas sorti manifester. J'ai déjà été arrêté une fois. J'ai trop peur de retourner en prison. Dans un Iran traditionnellement nationaliste, cet appel aux États-Unis est une première et loin d'être un cas isolé. Des confessions difficiles à obtenir auprès d'Iraniens qui vivent traqués. Il y a des caméras sur le mur là. Ils peuvent me localiser et venir me chercher, il faut qu'on bouge. Ce commerçant sur ses gardes vient se fournir en Irak, mais son activité est aujourd'hui menacée. Je vendais mes produits sur Internet et maintenant que le réseau est coupé, je dois me débrouiller. On ne peut plus se connecter avec notre pays. Ça aurait été mieux si Trump avait attaqué. Et cet autre commerçant a appris aujourd'hui, comme les autres Iraniens, que le réseau Internet serait certainement coupé jusqu'à fin mars. On est comme une nouvelle Corée du Nord, la Corée du Nord numéro 2. Ce qui nous frappe à ce poste frontière, c'est la terreur de ces Iraniens qui ont accepté de nous parler. Terreur face au climat de répression et à la menace accrue de représailles. Stéphanie Pérez, à la frontière entre l'Irak et l'Iran. La question qui nous anime ici est de savoir si l'Iran peut s'en sortir, les Iraniens se libérer des mollahs sans aide extérieure. Et toute la question est de savoir ce qu'on met derrière le terme aide. Je prends un exemple. Début janvier, Donald Trump avait menacé de frapper très fort l'Iran si les autorités commençaient à tuer des manifestants. Il avait même promis à l'époque que l'aide arrivait. Eh bien, ils ont tué et il ne s'est rien passé. Oui, alors il y a effectivement une suspension de ce qui était attendu
médiatiquement d'ailleurs, d'une éventuelle opération américaine, ce qui ne veut pas dire qu'elle est caduque dans son principe. D'ailleurs, il a dit que toutes les... Oui, on peut apprendre demain matin qu'il y a eu une attaque. Oui, avec Trump, il faut toujours se méfier, parce qu'il est dans une stratégie de toute façon de brouillage des perceptions. Depuis, on l'a vu d'ailleurs à l'été dernier, lorsqu'il était dans les négociations et qu'une opération militaire a été finalisée en cours de négociation. Donc, il faut être très prudent. Ça ne veut pas dire qu'elle est devenue caduque, même si elle a été incontestablement suspendue. Alors, effectivement, il a utilisé des prétextes en disant qu'il avait réussi à empêcher des pendaisons, etc. Mais ça, c'est déclaratif. Ça, c'est déclaratif. Mais sur le fond, il y a un mouvement militaire de dispositifs qui se renforce. Il y a l'Abraham Lincoln qui vient de mer de Chine. Il y a des escadrons aériens qui se positionnent. Donc il y a des tas d'éléments qui sont très contradictoires. Donc il faut être très prudent. Ce qui est sûr, c'est que sur la question d'une intervention américaine, et ça c'est la perception des Iraniens, il y a un nationalisme iranien qui est très fort. Et donc il est très ambivalent. Et c'est une variable qui est à prendre en compte parce qu'effectivement, même de la part de ceux qui sont dans une détestation du régime, il n'y a pas forcément la validation d'une ingérence extérieure. C'est toujours très problématique, c'est dans la culture iranienne. Et donc, c'est une variable qui doit être intégrée parce qu'elle peut être à double tranchant. Même s'il y a des appels ponctuels, effectivement, à une intervention, ce qui est sans précédent, c'est vrai, mais ce n'est pas majoritaire. Ce qui est attendu, c'est une aide et pas forcément une ingérence extérieure. De toute façon, la solution viendra des Iraniens eux-mêmes. De toute façon, mais vous savez, ceux qui tuent aujourd'hui en Iran les jeunes Iraniens dans les rues, ce sont les Irakiens, ce sont les Libanais, ce sont les Zeydanbiyun et Fatemiyun d'Afghanistan. Ce sont aussi des gens qui travaillent pour les mollahs. Il y a des Iraniens qui tuent des Iraniens. Ça existe aussi. Oui, certainement. Certainement, il y a une bonne partie des Iraniens qui tuent leurs propres compatriotes. Mais on a entendu que des dizaines de milliers de mercenaires de la République islamique sont arrivés en Iran, sont entrés en Iran, des étrangers. Alors, le nationalisme... Intervention ou pas? Vous l'appelez de vos voeux ou pas? Parce que vous avez entendu ce qu'on vient d'entendre, à savoir qu'il y a aussi un nationalisme iranien qui est fort, qui est beau même, et qui ne peut peut-être pas supporter que les Américains s'en mêlent ou franchissent la frontière. Avant la coupure de l'Internet, les derniers messages que j'ai reçus des Iraniens de Téhéran, des différentes villes iraniennes, c'était « on est en train de nous tuer ». Par des étrangers, on a besoin de l'aide étrangère. Ma question, c'est est-ce que vous souhaitez une intervention? Personnellement, je l'ai dit depuis 2018. Depuis 2018, j'ai dit la République islamique ne partira jamais sans guerre, sans intervention étrangère. Personne n'était d'accord avec moi à l'époque. Aujourd'hui, ceux qui sont en Iran, ils sont d'accord avec moi. Par contre, ceux qui sont à l'étranger sont encore dans leur idée romantique que c'est le peuple qui doit renverser le régime. Mais monsieur, jamais un peuple à main nue dans l'histoire de l'humanité, un peuple à main nue n'a jamais réussi à renverser un régime militaire sanguinaire et meurtrier. Ouais, bon, il peut y avoir des exemples, mais en l'occurrence, on sait que c'est pas simple et que ça se solde par beaucoup de victimes. Je reviens sur ce que disait Mana Shirali, qui dit oui, il va falloir qu'à un moment, le monde qui nous encourage s'investisse, s'implique un petit peu plus. Qu'en est-il? Alors, vous avez dit que les Américains avaient levé un petit peu le pied, sont contre une intervention sans doute des alliés des Américains, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Israël aussi, ai-je lu. Mais pas pour les mêmes raisons. Alors, pour quelles raisons? Dans le cas des pétromonarchies, ça se conçoit aisément, parce que les pétromonarchies... Enfin, vous évoquez les pays arabes, et c'est surtout l'Arabie Saoudite, d'une part, le Qatar, et puis Oman. Mais Oman ne se sent pas exposé. Oman pense que ce serait potentiellement dévastateur en termes d'équilibre régional. En revanche, pour ce qui est du Qatar, il se sent visé potentiellement parce qu'il y a la base de l'USNCOM, qui a déjà fait l'objet d'un ciblage, même s'il était calibré, etc., précédemment. Et puis l'Arabie Saoudite, parce que le prince Mohammed bin Salman, qui a renoué formellement avec Téhéran en mars 2023, veut, lui, a l'obsession de la réalisation de son plan Vision 2030. Et il sait que ça ne peut pas intervenir dans un contexte belligène. Sans parler du fait qu'il y a un précédent en Arabie Saoudite, le 14 septembre 2019, où les bases, enfin les infrastructures pétrolières avaient été visées par des proxys iraniens, sinon par l'Iran lui-même. Et donc ces pays sont très inquiets, évidemment.
Israël a demandé aussi une pause tactique, mais pas pour les mêmes raisons. C'est pour pouvoir se préparer à une éventuelle réplique annoncée par l'Iran en cas d'opération américaine. Donc on voit bien qu'il y a une convergence d'affichage, mais pas pour les mobiles ne sont pas identiques. Ils ne sont pas du tout identiques. Manal Chirali, est-ce que vous craignez que, d'une manière ou d'une autre, Donald Trump deal quelque chose, je ne sais pas quoi, mais quelque chose avec les mollahs, et puis que finalement il reste en place? Et question dans la question, comme ça vous me ferez une réponse groupée, êtes-vous déçu par l'attitude de l'Union européenne dans cette affaire? Et qu'attendez-vous d'elle si vous êtes déçu? Oui, je suis profondément déçue, mais ça ne m'étonne pas, parce que ça fait quand même 47 ans que les pays européens sont en compromission avec la République islamique. Les pays européens, ça fait 47 ans qu'ils ont fermé leurs yeux sur les crimes contre l'humanité, contre les crimes de guerre que la République islamique a commis en Ukraine. On a fermé les yeux là-dessus. On n'a jamais vraiment réagi comme il fallait face à ce régime qui est un danger pas seulement pour les Iraniens, pas seulement pour le peuple de la région, mais pour la planète entière. Donc, on n'a jamais véritablement pris les mesures nécessaires contre un régime aussi dangereux. On n'a même pas voulu connaître sa nature. Donc, ça m'étonne. Mais est-ce que je suis déçue de Donald Trump? J'attends. Parce que, comme M. Rigolero l'a très très bien dit, il a parfaitement raison, c'est quelqu'un qui dit une chose mais qui fait autre chose. On voit les ports d'avions qui sont en train de se diriger vers l'Iran. Ce qui va se passer dans les jours à venir, personne ne peut le prédire. Et je précise qu'une dépêche est tombée là pendant que nous dissertions, disant que le président Khamenei, l'ayatollah Khamenei, annonce qu'il faut, je le cite, briser le dos des séditieux. Il a aussi accusé Donald Trump d'être coupable de la mort des manifestants, au terme sans doute d'un processus de réflexion qui peut échapper au commun.